très heureuse de vous retrouver. Bienvenue dans cette édition de ce lundi 19 octobre 2015, au sommaire de ce journal donc. La lutte contre la sécheresse à l'ordre du jour, ce matin, d'une conférence de presse qu'a tenue le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed. Autre nouvelle du pays, le double attentat dans le nord-est du Nigeria. Bonjour. Le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Ali Hassan Bahdon, a reçu ce matin dans son cabinet une délégation sud-africaine conduite par l'ambassadeur sud-africain accrédité pour l'Éthiopie et Djibouti, Doumiso Chinga. L'entretien entre le ministre et son hôte a principalement porté sur les différentes infrastructures de télécommunications dont dispose notre pays. Le secrétaire général du ministère de la Communication, Ahmed Youssef Elmi, et le directeur général de Djibouti Telecom, Mohamed ont également pris part à cette entrevue. Lors de cette réunion de travail, le ministre a exposé à la délégation sud-africaine les différentes infrastructures de télécommunications dont dispose notre pays. Dans son exposé, le ministre a par ailleurs mis l'accent sur la volonté de notre gouvernement de renforcer son intégration régionale en matière de nouvelles technologies. Les câbles sous-marins qui desservent notre pays et les pays avoisinants, la création de la Smart City ou Cité intelligente ont également été au centre des discussions. Rappelons que l'ambassadeur sud-africain s'est également entretenu avec plusieurs hauts responsables durant son séjour dans notre pays. Comme je vous l'annonçais dans les titres, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a fait ce matin une déclaration de presse sur la conférence internationale qui a pour thème Résilience, Recherche et Innovation. Cette conférence se tiendra prochainement du 26 au 28 octobre prochain à Djibouti. Elle va en effet examiner le rôle que la recherche et les innovations peuvent jouer dans l'orientation et le renforcement des interventions destinées à bâtir la résilience à la sécheresse et aux autres chocs. Selon le ministre, donc, cette conférence vise à faire le point sur les recherches améliorant la résilience des populations des régions arides et semi-arides, ainsi que l'analyse des principaux défis, innovation et expériences de recherche en vue de faire de la résilience un vecteur de développement. Je vous propose d'écouter un extrait de l'intervention du ministre de l'Enseignement supérieur. Sur le développement LIGAD et les organisations onusiennes comme la FAO, le PNUD, l'UNICEF, avec la proposition d'organiser une conférence internationale à Djibouti. Donc voici un extrait de l'intervention du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed. Pour le lancement de la conférence sur la résilience, la recherche et l'innovation. C'est une initiative du ministère de l'Enseignement supérieur avec les institutions qui lui sont rattachées, comme le CERD, l'Université de Djibouti, l'Institut des sciences de la santé et un ensemble de partenaires qui sont l'IGAD, la FAO, le PNUD, l'UNICEF, le PAM, la Confédération suisse et l'Union européenne. Et un certain nombre de ministères à l'échelle nationale. Dans quel cadre général se situe cette conférence? Vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui les catastrophes naturelles sont de plus en plus récurrentes et présente un enjeu majeur et avec des impacts et des conséquences sur toutes les populations et plus particulièrement sur les populations les plus vulnérables. Dans les régions arides et semi-arides qui sont les nôtres, c'est un enjeu majeur parce qu'elles affectent et empêchent le développement. L'autre élément majeur, c'est également la prise de conscience internationale au niveau du monde entier, notamment par la mise en place de 2 grandes conférences en 2015, qui sont donc celles sur les objectifs de développement durable qui s'est tenue à Washington. Et lors de cette conférence, le président de la République lui-même, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a rappelé l'importance que Djibouti attache à pouvoir donc préserver l'environnement et pouvoir donc atténuer ces risques dans des pays comme les nôtres. L'autre élément important, c'est la COP21 qui va se tenir en décembre à Paris et où Djibouti sera fortement représenté et à défendre encore des idées novatrices et innovantes pour la région. Les objectifs de cette conférence, c'est d'abord de pouvoir réunir autour d'une même table des experts internationaux, que ce soit des scientifiques, des praticiens, des académiciens, mais également des gens du privé, des décideurs politiques et un ensemble donc d'ONG. L'idée, c'est de se dire quels sont les outils aujourd'hui que nous utilisons, qu'est-ce qu'on peut améliorer, partager des expériences et puis sortir avec des propositions concrètes
sur ce que peut la région mettre en place pour développer la recherche, pour développer l'innovation et se dire que nous sommes capables de prendre en main notre avenir. La conférence va tourner autour de 4 thèmes. Le premier thème va parler de la résilience et de la recherche scientifique. Le deuxième thème, c'est comment analyser cette résilience, comment l'évaluer et qu'est-ce qu'on peut mettre en place une fois qu'elle a été évaluée. Troisième élément qui est important dans cette conférence, un thème qui est important dans cette conférence, c'est la résilience et le développement. Le dernier élément, qui de toute façon fédère les 3 autres thèmes, c'est la résilience et la société. Sous le patronage de la secrétaire d'État chargée à la solidarité nationale et du ministre de l'Intérieur, l'Agence djiboutienne pour le développement social, en partenariat avec l'association d'entraide et de la solidarité pour le développement du CALAF, a procédé à l'inauguration du projet d'aide aux sourds-muets le samedi dernier à CALAF, donc dans cette localité de CALAF. Ce projet, financé par la DDS à travers le Fonds de développement communautaire, consiste à créer un périmètre agricole pour la communauté des sourds-muets afin qu'ils puissent cultiver ensemble, pratiquer la culture maraîchère pour approvisionner le village en légumes et avoir un minimum de revenus. Le projet donc a prévu pour les bénéficiaires l'octroi de 50 chèvres à élever. Cela leur permettra de s'autonomiser sur le plan financier, sortir de la discrimination et de la dépendance des autres. L'objectif de ce projet vise à aider les sourds-muets et les handicapés qui sont en grande difficulté à créer une activité génératrice de revenus et surtout à insérer ces personnes marginalisées dans la vie active. Cette cérémonie a réuni, outre la secrétaire d'État chargée à la solidarité nationale, Mme Zahra Youssouf Qayat, le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, les élus parlementaires de la région, la députée Mohamed, le directeur général de la DDS, Mahdi Mohamed Jama, le préfet de Tadjoura, le président du conseil régional de Tadjoura, Hassan Hussein et Abdelmalik Mohamed Boneta, le sous-directeur agricole de Tadjoura, Abdallah Burhan. Dans la vie sociale, en vue de rendre fructueux ce projet capital dans lequel les sourds-muets se sont extrêmement impliqués, il serait intéressant de leur octroyer dans la mesure du possible une pompe solaire pour irriguer la plantation en grande autonomie. C'est un périmètre de 40 000 m² pour les cultures fourragères et les cultures maraîchères. Et le deuxième volet du projet, c'est l'attribution des chèvres, 50 chèvres pour ces bénéficiaires. Le périmètre aussi sera bientôt équipé par les pompes solaires pour une irrigation durable. Et c'est le coût de ce projet de 2 600 000 francs Djibouti, entièrement financé par la BAD à travers la DDS. Et ces sourds-muets et les handicapés du CALAF seront bien intégrés dans la vie sociale de la société. Et que je vous propose à présent d'écouter les propos de la secrétaire d'État à la solidarité nationale, Mme Zahra Youssouf Qayat. Par rapport à ce projet que représente pour nous le gouvernement, tout le sens de la solidarité nationale, c'est un projet d'insertion des personnes handicapées. Hier, dans notre pays, les personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, restaient chez elles, cloîtrées. Elles ne pensaient pas à des perspectives d'avenir. Aujourd'hui, grâce au leadership du président de la République, les personnes handicapées ont autant de choses à apporter à la société que les personnes valides. Et ce programme que la DDS a financé ici est un parfait exemple de ce dynamisme de la population qui présente un handicap et montre aussi à nos concitoyens que le handicap, que nous pouvons dépasser le handicap, faire des activités, que ce soit des activités génératrices de revenus, aller à l'école, comme l'a dit mon collègue, travailler, s'insérer dans la vie et avoir même les plus hautes responsabilités dans ce pays. Donc ça, c'est une vraie joie pour nous. La deuxième joie que je voudrais exprimer ici, c'est de voir les enfants sourds-muets du village de CALAF, que nous suivons depuis quelques années, voir ce projet qui a été fait pour eux. Et je remercie vraiment très vivement le président de l'association Entraide et Solidarité, qui a su faire vraiment un programme novateur d'insertion des personnes handicapées. Et je suis persuadée que ce projet va rester un modèle, sera un modèle pour les autres personnes et motivera les autres enfants sourds-muets ou handicapés de ce village et des autres villages de la région de Tadjoura pour s'insérer
pour qu'ils puissent prendre en main leur destin et montrer à la société que ce ne sont pas des citoyens de seconde zone, mais que ce sont des personnes qui peuvent aussi être des contributeurs au développement de notre nation. Et c'est pour cela que je les félicite. Du nord du pays, nous revenons vers le sud et cette fois-ci à Daasbio. Nous partons à Daasbio, dans la localité de Daasbio, où la ministre de la promotion de la femme et du planning familial chargée de relations avec le Parlement, Hasna Barkha Daoud, cette localité a reçu donc cette délégation hier matin et elle célébrait, c'était dans la célébration de la Journée internationale de la femme rurale, événement important célébré pour la 3e année consécutive en République de Djibouti. En participant à cet événement important, outre la ministre de la promotion de la femme, plusieurs personnalités nationales et internationales, à savoir le préfet de la région de Dali Sebié, Mohamed Abrassou, les parlementaires de la région, le président du conseil régional, Omar Ahmed Ouaiz, les représentants du SNU, les notables ainsi que les femmes de Daasbio. Dans son discours à l'occasion de la journée de la femme internationale de la femme rurale, le préfet de la région de Dali Sebié, Mohamed Abrassou, et le président du conseil régional, Omar Ahmed Ouaiz, ont mis l'accent sur l'importance que revêt cette journée. Cette journée a pour objectif de reconnaître le rôle et l'apport décisif des femmes rurales dans la promotion du développement agricole et rural, l'amélioration de la sécurité alimentaire et l'élimination de la pauvreté en milieu rural. Le moment fort portait sur la remise des dons composés par une centaine de bonbonnes d'eau, 100 cartons de dattes, 100 bidons d'huile, 80 couvertures et plus de 110 chèvres et boucs à 100 familles les plus démunies de cette localité de Daasbio. Ça nous réchauffe aussi les cœurs de penser à nos femmes rurales ici à Daasbio. taariikh bay leedahay Daasbio dheer oo degmadu ka duwan waxaa la yidhaha waa hooyadii gobolka. La ministre de la promotion de la femme et du planning familial chargée des relations avec le Parlement, Hassan Barkha Daoud, a mis l'accent sur son discours sur l'importance des femmes rurales car elles participent, a-t-elle dit, à la production agricole, fournissent la nourriture, l'eau et le combustible pour leur foyer. De plus, elles sont en première ligne pour assurer des fonctions vitales comme l'éducation des enfants, la prise en charge des malades et des personnes âgées. Je vous propose de l'écouter. C'est à la fois un honneur et un plaisir pour moi d'être ce matin à vos côtés dans la région Assadjog, à Daasbio, pour la célébration de la Journée internationale de la femme rurale, événement important célébré pour la 3e année consécutive en République de Djibouti. La célébration de cette journée constitue pour nous une façon de mettre en évidence la situation des femmes rurales qui sont souvent victimes des aléas de la nature, de la pauvreté et des conditions de vie précaires. Et pourtant, elles mènent de front des travaux pour améliorer le niveau de vie de leur famille. Elles participent à la production agricole, fournissent la nourriture, l'eau et le combustible pour leur foyer. Les reconnaître et les soutenir en tant que telles constitue un levier de développement dont le président de la République, son Excellence M. Ismail Omar Guelleh, a fait le fer de lance de sa politique sociale en dotant les ministères techniques concernés tels que l'éducation, la santé, l'agriculture, la solidarité nationale, de fonds conséquents afin que leur programme s'étende jusqu'au fin fond des localités rurales. Autre nouvelle du pays, l'ambassadeur du Japon résidant à Djibouti a reçu des hauts cadres et PDG de l'association d'armateurs japonais dans sa résidence à Haramoussi hier soir pour leur remercier pour leur effort entrepris dans la lutte contre la piraterie maritime. Cette réception a regroupé plusieurs hauts cadres dont le président de l'association des armateurs japonais, M. Kudo, l'ambassadeur des États-Unis à Djibouti, l'ambassadeur de la France et le ministre des Transports djiboutien Moussa Ahmed Hassan. Sachez que cette association d'armateurs japonais est fondée en 1895 pour le bon déroulement du transport maritime japonais. Elle est financée à travers les cotisations des compagnies membres de l'association. Au total, l'association regroupe 119 compagnies majeures japonaises de transport maritime, dont le Nippon Yusen, Mitsu, Lane et Kawasaki Keisha sont les 3 plus grandes compagnies les plus importantes de l'association d'armateurs japonais. Cette délégation va séjourner durant 3 jours à Djibouti. Ils sont de l'association des armateurs du Japon. Ils sont venus pour remercier tous ceux qui sont engagés
pour la sécurité ici, parce que le Japon, oui, c'est un pays de commerce extérieur. 10% des bateaux qui passent ici sont relationnés avec le Japon. Le gouvernement égyptien qui fait beaucoup d'efforts et qui donne beaucoup de soutien aux installations de toutes les forces qui travaillent pour la sécurité. Et aussi, eux-mêmes, ils travaillent beaucoup pour la sécurité nationale et régionale. Dans une intervention, le ministre des Transports, Moussa Hassan, a souligné l'importance qu'ont revêt la coopération djibouto-nippone. Voici ses propos. Au nom de Djibouti, je voudrais d'abord exprimer la bienvenue à tous les membres de cette délégation de l'association des armateurs du Japon à Djibouti. Nous sommes très heureux de vous accueillir à Djibouti. Comme Monsieur l'ambassadeur et Monsieur le président de l'association des armateurs l'ont indiqué, beaucoup d'efforts ont été faits en matière de sécurité du transport maritime. Aujourd'hui, la menace de la piraterie sur le transport maritime est quasi nulle. Ceci ne veut pas dire qu'elle a totalement disparu. Elle peut ressurgir. Et là, je voudrais saluer tous les efforts qui sont faits partout, par la République de Djibouti d'abord, et ensuite avec l'appui de tous les pays partenaires. Nous faisons une interruption dans ce journal pour l'appel de la prière à l'Asr. On se retrouve juste après. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته
إنك لا تخلف الميعاد. Et nous revoilà ensemble pour la suite de ce journal de ce début d'après-midi. Le lieutenant-colonel de la garde des côtes djiboutienne, Waïsemar Boukhara, a reçu la même délégation d'armateurs japonais, également conduite par l'ambassadeur du Japon à Djibouti, Tatsuo Arai. Cette délégation japonaise a été chaleureusement accueillie par le lieutenant-colonel de la garde-côte au menu de discussion des sujets d'intérêt commun ayant pour trait aux affaires maritimes et à la mise sur pied d'un partenariat dans le domaine de la navigation maritime. Ensuite, après le colonel de la garde-côte, c'était au tour du colonel de la marine djiboutienne, Abdelrahman Adencher, d'accueillir cette même délégation. Nationale djiboutienne, Abdelrahman Adencher, a accueilli cette une délégation d'associations d'armateurs japonais. Les deux parties ont discuté des sujets d'intérêt commun. Le colonel Abdelrahman Adencher était entouré par ses proches collaborateurs. Très honoré d'accueillir une composante importante des armateurs japonais qui ont vu se prospecter comment la sécurité et la sécurité maritime en général comment elle est tenue. Ils ont visité la marine, mais ils ont visité aussi la garde-côte et nous avons su démontrer que ici, l'exemple que j'ai pris, je le répète, ici, on dit la poule ne peut mettre ses œufs en lieu sûr. Je leur ai dit qu'ils peuvent mettre leurs œufs ici. La République Djibouti a une relation importante. Ils m'ont d'ailleurs promis à ce que, après le changement de leur constitution, ils élargiront leur coopération militaire au niveau de la défense. La constitution leur interdisait jusqu'à présent, c'est pour ça qu'ils ont mis l'effort sur le développement de notre garde-côte et d'ailleurs on a su les remercier. Sous le patronage du ministère de l'Agriculture, de la Pêche, de l'Élevage et des Ressources halieutiques et le secrétaire exécutif de la gestion des risques et des catastrophes, la FAO, en collaboration avec le ministère de la Santé, l'UNICEF, le PAM, l'ADDS et la DIZED, a lancé ce matin le 5e atelier national de formation et d'analyse sur le cadre intégré de la classification de la sécurité alimentaire à l'Institut des études diplomatiques à Djibouti. Dans le cadre intégré de la classification de la sécurité alimentaire a été introduit en République Djibouti en 2011. Cet atelier est prévu du 19 au 27 octobre prochain, comme celui qui a eu lieu les 4 années précédentes. L'IPC est un langage commun pour décrire la nature et la sévérité de l'insécurité alimentaire, et la mise en œuvre de l'IPC a été couronnée par les analyses de la sécurité alimentaire aiguë en milieu rural, établies annuellement depuis décembre 2011, grâce à la collaboration de tous les partenaires de la sécurité alimentaire et nutritionnelle œuvrant en République de Djibouti. Je propose d'écouter la représentante de la FAO Djibouti, Emmanuel Gernblek. Et sera pour une durée prévue du 19 au 27 octobre. Nous sommes très heureux de pouvoir vous accueillir dans cet exercice qui est un exercice participatif avec des journées d'analyse et qui sont anticipées avec des journées de formation. Les participants sont principalement les techniciens et experts dans le domaine de la sécurité alimentaire et de la nutrition et qui appartiennent majoritairement aux institutions citées, mais aussi au ministère de l'Intérieur. On vous remercie des représentants du ministère de l'Intérieur de participer à cet exercice et notamment aussi les préfectures et conseils régionaux pour analyser ensemble les données qui seront discutées et partagées. Les acquis de cet atelier de formation permettront de faire une analyse de l'insécurité alimentaire aiguë à Djibouti pour la période d'octobre à décembre 2015 dans la République de Djibouti et en se basant sur les outils de la méthodologie du cadre intégré
de classification de la sécurité alimentaire que l'on nomme IPC ou IPC. 200 jeunes filles dans le milieu sportif. C'est dans cette initiative que la Fédération djiboutienne de football a organisé le festival pour les filles avec en étroite collaboration avec la Fédération internationale de football hier dans le Centre technique national. L'objectif visé était d'accueillir plus de jeunes filles dans le milieu sportif et plus particulièrement en football. Les jeunes filles sont moins nombreuses dans le football comparé aux autres disciplines telles que le handball, le basketball et le volleyball. Le directeur, le président de la Fédération djiboutienne de football, Mohamed Suleiman, le président du football féminin Quraisha, une représentante de la FIFA était sur les lieux pour constater du bon déroulement de ce premier jour d'entraînement. Dans une brève interview que nous a accordé le président de la Fédération djiboutienne de football, M. Suleiman, il a affirmé que l'objectif principal est d'attirer le plus de jeunes filles dans le football djiboutien. On l'écoute. Comme vous voyez, nous sommes réunis ici au Centre technique national pour le festival des jeunes filles que nous avons réunis ici 200 jeunes filles. Ceci répond à notre programme de développement que nous avons mis en place depuis notre arrivée à la tête de la fédération. Notre objectif c'est d'attirer vers le football plus de femmes, plus de jeunes filles afin que le football féminin soit développé comme les garçons. Donc c'est la première fois que nous organisons ce festival ici au Centre technique national. Nous avons fait appel à 200 jeunes filles ici de différents quartiers de la capitale et différentes écoles de Djibouti-Ville. Ils sont encadrés par les techniciens djiboutiens. Ça se déroule très bien. Comme vous le voyez, ce programme est organisé par la Fédération djiboutienne de football en collaboration avec la FIFA. Dans le cadre du programme de promotion et protection des droits humains, le comité de gestion communautaire d'Arta a organisé hier soir un atelier de sensibilisation sur l'abandon total de toute forme d'excision. À cette occasion, des sketchs relatant les méfaits de MGF ont été présentés au public, venus nombreux par les jeunes de cette région d'Arta. Cet atelier était présidé par Haïb Nour, représentante de l'UNFD. On prit part à cette cérémonie une quarantaine de femmes de la région d'Arta. Un représentant du ministère de Warf, l'imam Gouled Mohamed Hassan, la sage-femme de la région d'Arta, Hasna Hersecher, la coordinatrice du comité de gestion communautaire Fathia El Mjama, ainsi que le représentant des différentes associations. Rappelons que cet atelier est organisé en étroite collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes et l'UNICEF. lagu dhaqmi jiray maarateen qabla al-islam ayna ka soo ankuntay walaalayaal wadanka maarateen Masar ee faraaciintu maarateen ay haysan jireen waana qarniyo ka hor dhalashada Nabi Isa. À la page nécrologie de ce journal, nous avons appris avec beaucoup de regrets le décès de feu Hassan Meike India, qui s'est éteint hier soir à l'hôpital Bouffard. Né en 1948, le défunt était retraité de l'état civil de Bok et il laisse derrière lui une veuve, 12 enfants et une dizaine de petits-enfants. Feu Hassan Meike India était reconnu dans le nord de la région, dans le nord de Djibouti par sa sagesse. Il était également le père de notre ancienne collègue Zainaba Hassan qui est actuellement en Belgique. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le secrétaire général de la primature Naguib Abdallah Mohamed Kamel, le ministre délégué à la coopération internationale Ahmed Ali Sillay, le ministre de la communication Ali Hassan Bahdon, le préfet de la région de Bok, le préfet de la région de Tadjoura, le président du conseil régional, de Tadjoura et de Bok, ainsi que l'ensemble du personnel de la RTD adressent leurs sincères condoléances les plus attristées à la famille du défunt, que le Tout-Puissant l'accueille dans son paradis éternel. On va l'ensemble pour ce focus. Ferdous Hussein nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Ferdous, bienvenue. Donc on va parler de l'Union européenne avec la crise migratoire. Ferdous, Angela Merkel affirme avoir progressé avec la Turquie sur l'accueil des migrants. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Effectivement, bonjour à tous. Et ce focus sera essentiellement consacré à la situation des migrants en Europe pour la négociation, mais aussi leur passage dans toutes les frontières de l'Europe. Nous allons commencer tout d'abord par la chancelière allemande qui s'était entretenue à Istanbul avec le président Recep Tayyip Erdogan.
le président Recep. Effectivement, Ferdous. Et la droite populiste accentue sa position face en Suisse. La chancelière allemande s'est entretenue à Istanbul avec le président Recep Tayyip Erdogan et son premier ministre David Oglu. Même s'il n'a pas signé ce nouveau plan d'action, l'Union européenne a mené la Turquie à agir en amont sur le flux de migrants, liés notamment à la guerre en Syrie. Objectif qu'Ankara garde sur son territoire le plus de migrants, notamment il y a des attentes en retour, Choukri. Explique Angela Merkel, il y a un accord sur les migrants, notamment entre la Turquie et l'Union européenne. Cela va aussi avoir un impact, notamment concernant les visas, et en plus de ça, la situation notamment de la Turquie face à l'Europe, notamment son admission à l'Union européenne. Angela Merkel s'est dite favorable notamment à l'augmentation de contributions allemandes, mais cela ne suffira pas, notamment parce qu'il y aura notamment des mesures vigoureuses pour aller de l'avant entre les relations turco-européennes, car l'Union européenne croit qu'elle peut résoudre la crise, et ce n'est pas possible. On donne 3 à 5 milliards d'euros, ça ne sert à rien vu la situation qui est en train de s'empirer de plus en plus. Et concernant toujours... La droite populiste. Et oui, avant que la majorité des migrants n'arrive, vu qu'en Suisse, il n'y a pas de migrants, mais la droite populiste accentue sa position face aux forces suisses. Et la droite populiste sort grandi des élections législatives, notamment l'UDC et l'Union démocrate, anti-immigration, mais aussi anti-européenne. Choukri reste non seulement le premier parti de la Confédération, mais la formation politique gagnerait également un siège au Conseil national de la Chambre basse du Parlement, selon des résultats provisoires. La Suisse n'a pourtant pas encore été touchée par la vague de migrants qui touche, qui submerge l'Europe, on peut dire ça, mais dès février 2014, l'UDC avait remporté un référendum imposant un quota aux ressortissants de l'Union européenne dans les rues de Berne. Certains électeurs sont notamment déçus de ce résultat, d'autres relativisent. Et Ferdous, vu que la Hongrie a fermé ses frontières avec l'Union européenne, mais un autre pays que les migrants passent maintenant, transit, on va dire. La Slovénie, nouveau pays de transit pour les migrants. La Slovénie, une nouvelle étape est devenue la route pour les migrants venus de Croatie notamment. Des jours après la fermeture de la Hongrie de sa frontière avec la Croatie, ce petit pays de 2 millions, voire plus d'habitants, et le nouveau point de passage s'organise pour faciliter notamment le transit. La police et l'armée sont mobilisés seulement pour des besoins logistiques. Insiste le gouvernement. Dans la seule journée de samedi, 3000 migrants ont pu passer la frontière. Les demandeurs d'asile ont passé la frontière de la Slovénie. N'est pas un halte de long cheminement, notamment parce que les migrants ne s'arrêtent là que 24 heures, voire moins. Mais il y a d'autres qui sont là, qui arrivent, mais ce ne sont pas des migrants. En revanche, la ville limitrophe de Letten accueille de nouveaux venus qui ne sont pas des migrants. Et Ferdous, pour clôturer en beauté dans ce focus et ce journal, une insolite comme toujours, comme tous les jours. Eh oui, c'est insolite. L'homme qui voulait ressembler à ses perroquets. Devinez, c'est de l'humour ou bien de l'insolite. Il est prêt à tout pour ressembler à ses perroquets. Ted Richard, un Britannique de 56 ans, est fou de ses perroquets. Déjà tatoué, percé, notamment l'homme a franchi une nouvelle étape. Il s'est fait couper les oreilles pour se rapprocher de l'apparence de ces animaux de compagnie. Cette opération complètement folle, l'homme affirme clairement qu'il adore et qu'il n'arrête pas de se regarder dans le miroir, notamment. Il a déclaré à une agence de presse, seul inconvénient, difficile pour lui de mettre ses lunettes. Et c'est pour ça qu'il s'est fait implanter des tiges de fer à la place de ses anciennes oreilles. Le problème est tout à fait peut-être résolu, mais l'on va encore plus loin. Il a décidé vous allez tous rire, il cherche un médecin pour lui enlever le nez et lui mettre un bec à la place. On aurait tout vu dans ce monde.
J'espère que ça vous a plu, même si certains trouvent que c'est désastreux et que d'autres... il y a des gens qui meurent de faim et d'autres ont de l'argent et dépensent de manière extravagante. Effectivement, Firdouz. On aurait tout vu dans ce moment. Merci Firdouz pour ce focus de ce début d'après-midi. Merci à vous de votre fidélité. Je vous retrouve demain à partir de 11h et je remercie également l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont réalisé ce bulletin d'information.